Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside. Au programme de cette émission, on va parler du Digital Markets Act. Ce sera dans quelques instants avec Michel Leclerc, associé chez Parallèle Avocat. On évoquera ensuite l'étendue du devoir de conseil de l'agent immobilier à l'égard de l'acquéreur avec Thomas Prud'homose, notaire associé chez KL Conseil. Et enfin, on parlera de l'obligation de délivrance conforme de la clientèle à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce avec Olivier Castellacci, avocat chez NMCG Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute ce Lex Inside sur For Change avec Michel Leclerc, associé de Parallèle Avocat, pour faire le point sur le Digital Market Act. Michel, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le Digital Market Act ? Le Digital Market Act, c'est un règlement européen, donc un texte d'application directe qui a pour objectif de réglementer la façon dont fonctionnent les marchés numériques, avec une approche qui est une approche un petit peu jumelle du Digital Services Act. Donc ce règlement est vraiment un des deux éléments d'un paquet de deux règlements. Là où le Digital Services Act se concentrait sur les services de plateformes et les plateformes de toutes les tailles, le Digital Markets Act se concentre sur les marchés, comme son nom l'indique, et vise à promouvoir un accès plus loyal et transparent des entreprises à leurs clients via les contrôleurs d'accès. Et c'est cette notion de contrôleur d'accès qui est le point pivot de ce règlement. Ce règlement définit les contrôleurs d'accès comme des services numériques dits essentiels. Ça peut être des magasins d'applications, des plateformes, des réseaux sociaux qui ont une taille critique. Donc, il y a des seuils du nombre d'utilisateurs, par exemple 45 millions d'utilisateurs mensuels, et qui sont donc une passerelle essentielle pour les entreprises afin d'accéder à leurs consommateurs. Et donc, on est vraiment dans une logique d'accès au marché, une logique de droit de la concurrence européenne. Et d'ailleurs, l'application de ce règlement est confiée à la Commission européenne, ce qui en fait un règlement un petit peu singulier, par exemple, notamment par rapport au Digital Services Act, où vous avez des autorités nationales auxquelles sont confiées la mise en œuvre de ce règlement. Quels sont les principaux objectifs de ce règlement sur les marchés numériques ? Je dirais que le principal objectif, c'est de désenchevêtrer les services de ces contrôleurs d'accès. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que lorsqu'on est Meta, donc Facebook, lorsqu'on est Google, lorsqu'on est Amazon, on a un pouvoir de marché tel que l'inscription à nos services pour un service de notre univers de services génère une inscription à un autre service, qu'on est devenu une infrastructure essentielle qui dépasse un petit peu le pur service privé, mais qui devient presque une infrastructure, je dirais, d'intérêt général ou de marché tellement essentiel qu'elle a besoin d'obéir à des règles plus strictes lorsqu'on est un tel contrôleur d'accès. Et donc, on a voulu mettre fin à certaines pratiques déloyales et permettre davantage de concurrence pour ces plateformes. Donc si je comprends bien, ça vise principalement les GAFAM, ce règlement ? Oui, c'est essentiellement les GAFAM. La logique du règlement, c'est que la commission désigne des contrôleurs d'accès. Elle en a désigné 6, Meta, Google, Amazon, Microsoft, mais également ByteDance, qui édite TikTok. Donc c'est essentiellement les GAFAM, mais aussi un acteur chinois comme ByteDance, étant précisé que ByteDance conteste devant la Cour de justice de l'Union européenne sa désignation en tant que contrôleur d'accès en considérant qu'elle ne relève pas de cette définition. Comment préparer sa mise en conformité par rapport à ce règlement, à ces obligations donc issues de ce règlement ? Alors c'est vrai que ce règlement, c'est avant tout un règlement pour les géants, puisqu'on parle des contrôleurs d'accès, donc d'entreprises d'une taille critique, qui ont visiblement beaucoup travaillé cette question. Lorsqu'on est un de ces géants, il n'y a pas vraiment de conseil à donner, si ce n'est d'observer que la mise en conformité est progressive. Le règlement vient d'entrer en application en mars, et donc on a eu des premières modifications chez ces géants, et chez tous les autres, on peut observer et analyser ce règlement comme autant d'opportunités de forcer une conformité de ces entreprises dites contrôleurs d'accès, puisque ce règlement est producteur de droits, d'obligations pour les géants, mais aussi de droits pour ceux qui s'en servent pour accéder à une clientèle. Donc on a nécessairement aujourd'hui une phase qui s'ouvre, qui va être une phase de
contentieux. Contentieux de la qualification ou non de contrôleur d'accès, contentieux de la mise en œuvre de ce règlement. Aujourd'hui, quand on observe les pratiques de ces contrôleurs d'accès comme Meta ou Google, on voit qu'ils ont des pratiques assez différentes, assez limitées, car ils considèrent que le règlement est trop vague et qu'il ne faut surtout pas en faire trop par rapport à un règlement vague afin de ne pas créer de précédent. La Commission européenne, évidemment, elle est d'un avis différent et elle va lancer sans doute des procédures de sanctions, parce que ce règlement, évidemment, il est assorti de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10%, parfois même 20% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée. Donc, c'est pas négligeable. Donc, c'est pas négligeable. Il y a une forte, un fort pouvoir de dissuasion, je dirais. Et la manière dont ces entreprises sont conformées, on peut vous donner des exemples concrets. Vous avez par exemple Apple qui, via son App Store, évidemment, est un point central pour permettre aux utilisateurs d'utiliser des applications sur leur iPhone. Et ben Apple a désormais permis à des applications tierces d'être distribuées via leur magasin d'applications, ou également des services de paiement tiers peuvent être utilisés pour distribuer l'application Apple, l'application d'un éditeur tiers sur la plateforme Apple. De la même manière, Google avec Google Maps. Vous avez peut-être dû observer que désormais, lorsque vous tapez une adresse dans le moteur de recherche Google, l'accès au service de cartographie, qui est un service dit essentiel au sens du règlement, qu'est Google Maps, n'est plus aussi facile et aussi automatique. Donc en fait, l'icône avec l'adresse, par exemple le 88 boulevard de la Villette à Paris, l'icône avec l'adresse n'est pas une icône sur laquelle vous pouvez directement cliquer pour pouvoir avoir un GPS qui vous guide jusqu'à cette adresse. Et c'est un des éléments qu'on a vu qui a changé chez Google depuis l'entrée en application du DMA. Et donc on peut supposer que c'est une manière de se mettre en conformité afin de séparer les services essentiels qui sont édités par Google, car un moteur de recherche, c'est un service essentiel, mais un service de cartographie et de GPS, c'en est un autre, et ces deux-là ne doivent pas être nécessairement proposés au même moment afin de permettre la concurrence. Donc, il y a des vraies conséquences sur les magasins d'applications, par exemple, et on peut imaginer qu'il y en aura encore d'autres sur d'autres services numériques. Absolument. Ce que Facebook a par exemple annoncé, c'est qu'aujourd'hui, ils vont changer de mode de fonctionnement en ce qui concerne les données personnelles de leurs utilisateurs, et les données personnelles des utilisateurs Instagram ne seront pas nécessairement couplées avec les données qu'ils ont sur Facebook, afin de bien séparer ces deux services, car Instagram est un service distinct du service Facebook ou du service Messenger de Facebook. Et ces adaptations-là, elles sont nombreuses. Elles ont aussi un intérêt en droit des données, par exemple, avec l'obligation pour les plateformes, ou pour les contrôleurs d'accès, de ne pas utiliser les services et les données d'un service tiers pour cibler leurs propres utilisateurs sur la plateforme, afin, encore une fois, de ne pas fausser les règles de la concurrence et de respecter les droits des utilisateurs finaux, qui sont des personnes qui sont protégées par le droit des données personnelles. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. On poursuit ce Lex Insight sur ForChange et on va parler de l'étendue du devoir de conseil de l'agent immobilier à l'égard de l'acquéreur avec mon invité Thomas Prud'hommose, notaire associé chez KL Conseil. Thomas, bonjour. Bonjour Arnaud. Quel est le cadre de l'obligation de conseil de l'agent immobilier ? Alors le premier cadre identifiable, c'est la loi, avec la loi Hoguet qui définit ce qu'est un agent immobilier. Donc un agent immobilier, c'est un professionnel qui s'occupe des biens d'autrui, donc à travers la vente, la location, les échanges, toutes les opérations sur les biens d'autrui. Dans ce cadre-là, en tant que professionnel, on se réfère au droit commun, donc au code civil, à savoir que dans le cadre des contrats qui sont conclus entre des personnes de droit français, il y a des obligations de bonne foi réciproque et de loyauté réciproque, et c'est de ça que naît l'obligation de conseil d'un professionnel, complétée avec le code du commerce, le code de la consommation, et surtout, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de la jurisprudence. Alors, on en sait plus sur cette obligation de conseil, mais quels sont les différents aspects de cette obligation de conseil et quelles sont les sanctions ?
L'obligation de conseil de l'agent immobilier intervient principalement dans le cadre de sa responsabilité contractuelle. C'est pour ça que je faisais référence au Code civil plus haut. C'est que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, il y a plusieurs obligations. Parfois des obligations de moyens, parfois des obligations de résultats. En l'occurrence, il a une obligation de moyens qui est identifiable par tout à chacun par rapport au mandat qui lui est confié. Mais bien sûr, il n'a pas l'obligation de trouver un acquéreur, par exemple dans le cadre d'une vente, mais il doit mettre les moyens pour le trouver. Il a aussi une obligation dans le cadre des contrats qu'il rédige. Et enfin, la jurisprudence a dégagé une obligation de conseil et d'information pour faire en sorte que les conventions qu'il assiste se fassent dans l'intérêt et pas au détriment de l'intérêt des gens de son mandant. Vous évoquez la jurisprudence. Quelles sont les tendances jurisprudentielles en la matière, justement ? Comme beaucoup d'autres professionnels, la responsabilité engagée au titre de l'obligation de conseil a tendance à être amplifiée par la jurisprudence. C'est-à-dire amplifiée dans le sens où elle la crée déjà, parce que comme pour les notaires par exemple, il n'y a pas de texte à proprement parler qui réglemente cette obligation de conseil propre aux agents immobiliers, mais aussi elle a tendance à rajouter de la rigueur dans l'obligation de conseil de l'agent immobilier. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs exemples qui ont été dégagés par l'administration par rapport à la solvabilité des parties, par rapport à la capacité des parties, mais également, et c'est ce qu'on va voir aussi avec les arrêts de 2023, par rapport aux caractéristiques du bien. Alors, est-ce que le notaire a une attention particulière à avoir dans le cadre d'une transaction immobilière au regard de cette obligation ? Le notaire a une obligation de conseil qui est finalement assez proche de celle de l'agent immobilier. Ça veut dire que dans le cadre d'une transaction, on intervient en collaboration avec l'agent immobilier et on a déjà vu des arrêts où la responsabilité conjointe du notaire et de l'agent immobilier a été engagée. Donc le notaire, finalement, par cette collaboration, partage cette obligation de conseil. Mais là où ça peut poser une difficulté, c'est est-ce que le notaire, pour le coup, a à vérifier que l'agent immobilier remplit bien sa tâche. On a vu sur d'autres sujets que l'obligation de conseil à proprement parler, qu'il pouvait y avoir des petites tensions qui existent entre les agents immobiliers et notaires, à savoir que par exemple le notaire demande d'avoir la copie du mandat. Est-ce qu'il a à vérifier que l'agent immobilier a bien fait son travail ? Et pour l'obligation de conseil, il peut se poser la même question. Est-ce que le notaire a à vérifier que l'agent immobilier a bien fait son travail ? Et il y a un arrêt qui est très intéressant à ce sujet, qui date de novembre 2023. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et qui a tendance à dire que finalement, le notaire, lui, son travail, c'est de vérifier la validité des conventions qui passent et la validité juridique des conventions qui passent. Pour autant, il n'a pas forcément à empiéter sur la validité des conventions annexes qui ne concernent pas directement son opération. Là, c'était dans le cadre d'un bail commercial qui avait été supervisé par un agent immobilier et sur lequel il y avait des clauses qui n'étaient pas valides. Et on a dit que le notaire n'était pas responsable de ça. Et par extrapolation, on peut se dire que le notaire n'a pas non plus à vérifier les éléments de validité des conventions qui ont été directement passées entre l'agent immobilier et la partie, tant que cela n'interfère pas sur la validité juridique des opérations qui sont supervisées par le notaire. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. On poursuit ce Lex Insight sur ForChange et on va parler de l'obligation de délivrance conforme de la clientèle à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce avec mon invité Olivier Castellacci, avocat chez NMCG Avocats. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les éléments constitutifs d'un fonds de commerce ? Alors, un fonds de commerce est composé de différents éléments. Il comprend l'ensemble des moyens qui permettent son exploitation. Il est composé d'éléments à la fois corporels et incorporels. Les éléments corporels, ça va être les agencements, les vitrines, les arrivées de gaz, d'électricité, etc., etc. Et également le matériel. Là, on peut prendre par exemple les vitrines réfrigérées. Dans le cas d'un fonds de commerce de boucherie, c'est des vitrines avec les produits, mais également la cabine de peinture d'un fonds de commerce de carrosserie. Voilà, tout ce qui permet l'exploitation du fonds de commerce, le matériel, l'outillage, ce sont les éléments corporels. À ceci, on ajoute des éléments incorporels. Là, vous avez le droit au bail, ou le droit au renouvellement du bail commercial, selon certaines conditions que je ne vais pas énumérer aujourd'hui. Les éléments, les brevets, les marques,
les dessins, modèles, le nom de domaine quand c'est un site internet, les logiciels, les progiciels, etc., l'achalandage, le passage, et bien entendu la clientèle. Qu'en est-il de la clientèle attachée au fonds de commerce? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition de la clientèle au niveau juridique. Alors, moi j'aime bien celle-ci. La clientèle est constituée par l'ensemble des personnes qui sont disposées à entretenir des relations contractuelles avec un commerçant. Et il faut savoir que c'est une notion extrêmement importante au niveau des fonds de commerce et essentielle puisque dès 1937, la Cour de cassation a indiqué que la clientèle est l'essence du fonds de commerce. Et les jurisprudences postérieures, jusqu'à aujourd'hui, ont considéré que la clientèle était l'essence du fonds de commerce. Mais pas n'importe quelle clientèle. La clientèle spécifique, une certaine clientèle. La clientèle, d'abord, doit être certaine et réelle, et non pas potentielle. Et il faut savoir qu'au niveau des décisions, peu importe l'ampleur de cette clientèle, 10, 12 clients, 200, 300, peu importe. Du moment qu'elle existe, qu'elle est certaine et réelle, aucune difficulté, elle existe. À ce caractère certain, doit être ajouté un caractère propre et autonome au fonds de commerce. Et là, c'est un point important qui a relevé certaines difficultés, notamment l'exploitation des fonds de commerce dans les centres commerciaux, les supermarchés. Est-ce qu'il s'agissait de la clientèle attachée au supermarché ou la clientèle du fonds de commerce? Et la jurisprudence est venue préciser que cette clientèle doit être autonome et propre aux commerçants. Pour analyser ces caractères, il faut analyser des éléments objectifs. Est-ce que le commerçant a un établissement stable au sein du supermarché? Les banques que l'on voit parfois dans les supermarchés où on vend un peu de tout sont pas stables, il n'y a pas de clientèle, donc il n'y a pas de fonds de commerce. Est-ce qu'ils ont des horaires d'ouverture différentes? Et surtout, est-ce qu'ils vendent des produits qui ne sont pas vendus dans les supermarchés? Et c'est la raison pour laquelle que dans ces centres commerciaux, nous retrouvons généralement des services qui ne sont pas vendus dans le centre commercial principal. Ça peut être un salon de coiffure, un serrurier, un cordonnier, etc. Donc cette clientèle doit être propre et autonome au commerce, au fonds de commerce exploité. Et là aussi, une petite digression sur la vente sur Internet. Est-ce qu'il y a une clientèle attachée à un site Internet? Et la Cour de cassation, pareil, élément objectif, est-ce qu'il y a une clientèle propre et autonome? Et dans une décision relativement récente, la Cour de cassation a indiqué que un site Internet qui se borne uniquement à faire du référencement, donc à renvoyer vers d'autres sites marchands, n'a pas de clientèle et donc ne dispose pas d'un fonds de commerce. Alors on en sait plus sur cette notion de clientèle attachée au fonds de commerce. Quid de l'obligation de délivrance conforme de la clientèle à l'occasion d'une cession d'un fonds de commerce? Alors tout d'abord, Arnaud, il faut préciser que cette obligation de délivrance conforme est une notion d'ordre général qui s'applique à tous les contrats de cession. Fonds de commerce, mais autres également. Biens immobiliers, biens mobiliers, etc. Cette obligation découle de l'obligation de délivrance édictée par l'article 1604 du Code civil. Petite parenthèse, cet article a été écrit en 1804, au moment de la création du Code civil, et n'a jamais été changé. Preuve de son efficacité. Et l'article 1604 du Code civil nous dit quoi? Il nous dit la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'acheteur doit pouvoir avoir l'objet conforme à ce qu'il a commandé. On ne peut pas lui imposer quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'il a commandé au moment de l'acte de cession. Et là aussi, une difficulté, c'est à quel moment apprécie-t-on cette conformité? Cette conformité, on doit s'apprécier au moment du transfert de propriété, au moment de l'acte de cession, pas postérieurement. Je vous donne un exemple. Dans le cadre l'achat d'un terrain, pour un acheteur achète un terrain pour construire un immeuble. Le terrain, s'il est constructible au moment de la cession, mais qui devient inconstructible postérieurement à la cession, l'obligation de délivrance conforme a été respectée par le cédant. Donc, cette obligation de conformité, qui va s'apprécier avec des éléments également objectifs, conformité par rapport aux attentes de l'acheteur, s'apprécie concrètement par les juridictions. Et est sanctionnée, les dispositions de l'article 1610 du Code civil, soit par la résolution de l'acte, soit par la délivrance du bien. Alors, il y a un arrêt intéressant sur cette question de l'obligation de délivrance conforme. C'est un arrêt de cassation du 13 décembre dernier. Pouvez-vous revenir sur cette jurisprudence? Oui, Arnaud, cet arrêt, c'est un arrêt très intéressant, du 13 décembre dernier, car c'est un arrêt, à notre sens, c'est la première fois que la haute juridiction va se pencher sur cette difficulté d'appréciation de cette obligation de conformité à une cession de fonds de commerce, et plus précisément, à la clientèle. Alors, que dit la Cour de cassation? Dans cet arrêt, les faits sont simples.
une entreprise qui est achetée par une autre, des contrats clients sont annexés à l'acte de cession, et l'acquéreur s'aperçoit postérieurement que les contrats étaient résiliés au moment de l'acquisition. En conséquence de quoi, ils vont demander une indemnisation, la cour d'appel va rejeter leur demande en disant que les contrats ont été transmis, et la cour de cassation va rappeler dans cet arrêt l'importance de la clientèle, et considérer que celle-ci ne doit pas avoir disparu au moment de l'acte de cession. En conséquence, sur le fondement de l'article 1604, obligation de délivrance conforme, elle va sanctionner le cédant et le condamner au paiement de dommages et intérêts. Pourquoi cette décision? Parce qu'en définitive, la clientèle, on l'a vu, c'est l'essence du fonds de commerce, mais c'est aussi l'élément fondamental de la valorisation du fonds de commerce. Quand on achète un fonds de commerce, on achète également un chiffre d'affaires potentiel. Et si celui-ci ne correspond pas aux attentes, forcément, il y a une difficulté. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.